pensais pas que c'était ça parce que pour moi c'était une gastro en fait, enfin, un mal de ventre, pas comme un autre parce que c'est vrai que celui-là il faisait particulièrement mal. Où j'ai été faire ma prise de sang et un test urinaire et en fait, ils ont dit qu'il y avait enfin ça allait pas et c'était pas très rassurant. C'est là que le docteur nous a annoncé que Célia avait une leucémie. J'y croyais pas, j'avais l'impression plutôt d'être spectatrice, de voir une scène, voilà, un film qui se tournait. J'ai hoché la tête comme si au bout de une semaine, c'est bon, j'allais retrouver ma vie, enfin normale, etc. Pour nous, c'était l'inconnu, quoi. Voilà, on mettait la vie de notre fille entre les mains de personnes qu'on ne connaissait pas. Voilà, une super équipe médicale aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que quand l'annonce arrive, on subit, quoi. On subit et puis on ne maîtrise pas du tout. On propose de manière systématique de rencontrer les parents après l'annonce de la maladie, en fait, pour pouvoir à la fois leur expliquer notre rôle dans le service, de pouvoir être là pour l'enfant, pour ses parents, et puis aussi pour qu'ils nous racontent qui est leur enfant. Alors, cette première rencontre n'implique pas forcément qu'on les rencontrera régulièrement, et ça va vraiment être en fonction de leurs demandes. À chaque fois, on s'adapte à leurs demandes. Tout l'enjeu, c'est de créer du lien avec ses enfants et ses parents. Et c'est parce que ce lien existe entre nous et cet enfant et sa famille qu'on va pouvoir ensuite l'aider et continuer à le soutenir et l'accompagner dans des moments de plus grande adversité. Ça t'inquiète ou pas C'est nous qui annonçons très souvent ces pathologies-là gravissimes et dramatiques aux parents de ces enfants, parce qu'on est au tout début de l'histoire de cette pathologie qui se manifeste le plus souvent par une urgence vitale à la phase initiale de la découverte. On se base sur l'annonce d'un traitement. On est obligé de dire de toute façon le mot tumeur, le mot cancer, on est obligé de le dire de façon plus ou moins franche en fonction de l'âge des enfants, en fonction de comment on sent les parents, mais globalement on est obligé de parler de tumeur, de cancer, et on explique aux gens donc comment on va prendre en charge ce cancer, comment on va essayer de soigner leur enfant. C'est ça qui, je pense, est la clé de cette annonce, c'est d'expliquer aux gens qu'il y a une prise en charge. Assez rapidement, on établit son protocole de prise en charge qui va évidemment s'adapter au fur et à mesure en fonction de comment ça va se passer, comment est-ce qu'il va répondre au traitement. Mais le but, c'est le plus tôt possible de voir de quoi est-ce qu'il va avoir besoin, de chirurgie, de radiothérapie, de greffe, et qu'on fasse rapidement intervenir les différents corps de métier qui vont participer à sa prise en charge. Sur l'interrégion GOS, en fait, en France, seuls les centres de référence sont habilités à poser un diagnostic de cancer pédiatrique et à initier les traitements, à proposer les traitements. En France, il y a une trentaine de centres et sur l'interrégion, il y a 7 centres de référence qui sont les CHU d'Angers, de Brest, de Caen, de Nantes, de Rouen, de Rennes et de Tours. Avec un contingent endocanalaire. Ça fait moins d'un tiers du diamètre de son... Donc les RCP sont des réunions de prise en charge pluridisciplinaires, sont des réunions qui sont indispensables. Nous, là, au sein de GOS, on se réunit 2 fois par semaine, par visioconférence. On a donc les médecins, les oncologues, mais il y a aussi les chirurgiens, les généticiens, les radiologues. Enfin, il y a tout un corps de métier en fait, qui participe à ces réunions. Et le but, c'est qu'on discute de manière collégiale de tous les patients pour décider ensemble du traitement, mais dans sa globalité. Ce qui permet d'avoir d'autres avis et puis de prendre des décisions avec différentes confrontations. Et même pour les parents, je pense que ça peut être rassurant de savoir qu'on a discuté avec d'autres médecins qualifiés aussi dans chaque ville et que s'ils étaient traités dans une autre ville, ils seraient traités de la même façon. Donc sur le plan du soin, ça apporte beaucoup sur les échanges entre les médecins. Dans le centre de référence seront réalisées la majorité des séquences de chimiothérapie ou de radiothérapie. Et puis, certains soins pourront être réalisés plus proches du domicile parce qu'on sait bien qu'en fonction des régions, parfois le centre de référence est très, très loin du domicile.
Et puis, dans le cadre des interrégions, pour des séquences de soins très spécifiques, je pense à la greffe, à la chirurgie, à la radiothérapie ou à certaines phases d'essais cliniques, les enfants vont être amenés à se déplacer dans un centre de référence autre, puisque seuls certains centres vont proposer ce type de traitement. Donc là encore, il y a un éloignement un petit peu plus important sur un nombre de semaines limité du domicile. Alors c'est pour les patients et pour les familles un peu compliqué, je pense, parce que les faire venir de Tours, d'Angers pendant plusieurs semaines sur l'organisation familiale, quand il y a d'autres enfants, ça peut être compliqué. Donc on a essayé, nous, de mettre des choses en place. Il y a la maison des parents qui est juste de l'autre côté de la rue qui permet de les accueillir. Et puis on essaie de les voir en amont pour qu'ils puissent rencontrer l'équipe, qui est une nouvelle équipe avec d'autres habitudes. Quand il y a un diagnostic, il y a une obligation qu'un des deux parents reste auprès de l'enfant. Donc ça sous-entend qu'un des deux parents va devoir arrêter de travailler s'il est en activité à ce moment-là. Donc les parents passent souvent par une phase d'arrêt maladie. Et mon rôle, c'est de pouvoir ouvrir des droits sur le plan administratif aux familles. Donc il y a souvent un dossier auprès de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Et puis, il y a des prestations auprès de la CAF. Et il y a aussi des aides financières, par exemple, qui peuvent être apportées à la famille en cas de soutien, en cas de besoin de soutien. Voilà, Proms. Merci. Et voilà. Les demandes des familles sont totalement différentes, et aussi par rapport à leur état émotionnel. Il faut avoir une oreille, il faut avoir de la compassion. Oui, je pense qu'il faut des fois se mettre peut-être à la place de la personne en face pour pouvoir mieux y répondre, peut-être. Donc moi je suis plus canalisée sur le soin et l'auxiliaire, vraiment elle fait tout ce qui est distraction en fait. Essayer de le faire oublier le soin en lui parlant ou en lui montrant des livres. Enfin, il y a plein de manières de faire des distractions. Et en fait, il y a certains enfants, ils pleurent parce qu'il a besoin de décharger. Mais c'est des pleurs qui, voilà, il a besoin de se libérer, il a besoin de montrer son mécontentement. Nous, on a des protocoles écrits, donc on fait nos soins référencés en fait sur un protocole. Et le fait d'avoir ce réseau, c'est vrai que ça nous permet de voir un petit peu que finalement, on n'est pas les seuls à faire ces soins-là et que finalement, il y a d'autres manières de les faire et de pouvoir échanger et puis toujours, bien sûr, en l'avantage du patient, en fait, faire évoluer. Voilà. Avant, on était un peu plus dans notre bulle ou un petit peu dans nos soins sans pouvoir échanger avec d'autres professionnels. C'est pas facile d'arriver en radiothérapie, c'est un univers particulier qui est souvent méconnu. Donc on prend le temps de bien expliquer les choses pour que le traitement soit vécu au mieux pour l'enfant. On est devenu centre référent régional au niveau du GOS, donc ça veut dire qu'on reçoit plus d'enfants depuis une dizaine d'années puisqu'on est référent. On reçoit à peu près 70 enfants par an. Donc on a mis en place un parcours qui est plus spécifique pour eux. Ça permet d'aborder les dossiers des patients à venir, des petits patients à venir, avant même qu'ils arrivent dans le service. Je suis allée à l'hôpital donc le 27 mars et je suis rentrée le 13 mai. Voilà, 13 mai. Donc j'ai dit au revoir à ma sœur comme si j'allais la revoir le soir même, etc. Sauf que je ne l'ai pas vue du coup pendant un mois et demi, quoi. Avec le Covid, je crois j'ai dû la voir 2 fois en 1 an et demi à l'hôpital, lui faire des visites. Donc c'est pas beaucoup. Et quand je voulais y rester, c'était 2 heures, 3 heures. Donc c'est sûr que je pouvais pas la voir, elle me manquait énormément. Au début, je lui faisais des petits cadeaux chaque jour. Et je pense que ça lui a remonté le sourire, enfin j'espère. Je lui appelais en FaceTime des fois, donc c'était plutôt cool. On a essayé de se répartir la tâche en essayant de préserver Célia et Léonie en même temps. Et c'est vrai que ça a été
Ça a été un gros boulot, mais bon, on a fait du mieux qu'on a pu après. C'était très compliqué pour moi, j'ai dû être autonome, j'étais plus toute seule et mes parents s'occupaient moins de moi. Donc c'était dur. C'est un peu l'image de l'orage dans le ciel clair, quoi. Tout d'un coup, tout est remis en question, quoi. Tous les projets que la famille pouvait mettre en route dans le quotidien, tout d'un coup, tout s'arrête, tout n'a plus de sens. Enfin, il faut aider effectivement la famille à pouvoir reconstruire, se réadapter. Et j'ai envie de penser que bien souvent, il n'y a que le temps qui fait son œuvre aussi. Il leur faut un peu de temps. Avec le temps, souvent, ils découvrent qu'ils sont capables de mobiliser des ressources qu'ils n'avaient jusqu'alors jamais imaginées. Bien sûr qu'il y a des moments qui sont compliqués, mais il y a aussi tellement de beaux moments dans cette traversée et dans cette épreuve qu'ils vivent. Moi, mon rôle, en fait, c'est de faire en sorte que l'hôpital, ce ne soit pas qu'un lieu de soins, c'est aussi un lieu de vie où les enfants continuent de s'éveiller, continuent de vivre leur vie d'enfant. Mine de rien, il y a la maladie qui est là, mais ça reste un enfant qui a besoin de grandir et de s'éveiller et de vivre plein d'autres choses aussi, même à l'hôpital et en dehors de l'hôpital. Tu relâches bien tes épaules. Il y a plusieurs objectifs, mais le premier, c'est de leur permettre de maintenir leur capacité physique le plus longtemps possible, parce que beaucoup d'enfants passent du temps alités quotidiennement, et puis les traitements aussi ont des effets sur leur masse musculaire, leur souplesse ou encore leur fonction cardiovasculaire. Donc l'objectif, c'est qu'ils maintiennent toutes ces capacités physiques. Et puis aussi leur permettre d'avoir du plaisir à pratiquer des activités physiques, leur montrer qu'ils sont encore capables de bouger, de faire du sport, de se défouler et de changer aussi un petit peu de leur quotidien et des soins. On n'impose pas l'activité aux enfants, à les proposer. En revanche, on essaye quand même de les encourager à pratiquer en leur expliquant pourquoi, évidemment. Donc, par contre, ils font jongler aussi, parce qu'ils ont aussi l'école, il y a aussi les musiciens, le magicien, il y a tout plein d'autres activités. Donc, il faut que je m'insère parmi les autres intervenants. Maintenant, j'ai pas la greffe. C'est parce que mes mains glissent. J'ai fait la greffe. Très bien. Non, stop. L'autre côté. Ouh. Stop. Vous me faites rigoler. Suena la numero uno. Suena la numero dos. Suena también el riquingo. Ici, j'enseigne essentiellement le français. Je fais de la philosophie aussi aux élèves de terminale. On fait le lien avec l'établissement dans lequel est cet élève pour savoir où en est la classe, parce que c'est important que cet élève qui est hospitalisé continue d'exister dans un groupe classe à l'extérieur pour pouvoir se projeter vers l'avenir et oublier un peu sa maladie. Bon, le jeune ne change pas fondamentalement dans sa conception de l'école, mais on a majoritairement des jeunes qui sont contents de travailler. Vivre en société, participer à la société. Nous sommes de l'éducation nationale, donc connaissons très bien ce programme, les BO. On est un tout petit peu plus libre que dans un établissement de trouver des voies différentes pour faire passer une pédagogie. Ce que dire l'amour, c'est aussi, tu vois, dans ce grand thème, se chercher, se construire. Donc là, on est à quoi? On est à 5 mois, je crois, à peu près de fin de traitement. Comment tu te sens? Toujours un peu fatigué, forcément. Ouais. La concentration, ce qui est dur, forcément, mais je me sens plus en forme. Ouais. Il y a la reprise aussi. La reprise de l'école, ouais, voilà. Du lycée. Au début, ça a été forcément un choc parce que personne ne s'attend à avoir un cancer, quoi. Mais après, je me suis dit que comment m'a expliqué le médecin qu'il y avait des soins qui étaient prescrits et que je pouvais m'en sortir, j'étais moins inquiet qu'au début. Ce qui fait que j'ai dû l'expliquer à ma famille, etc. Au début, c'était eux qui me rassuraient, mais pendant tout le long du traitement, ça a été plus inverse. Moi, j'étais plus rassuré qu'eux, ils étaient rassurés.
gosse, c'est la famille au sens large pour nous. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment qu'il y ait un lien entre tous ces centres de l'interrégion. On est vraiment une grosse équipe dans le sens où beaucoup de corps de métiers différents sont représentés. Oui, il va y avoir les médecins, les infirmières, mais aussi tous les intervenants dans les soins de support qui nous aident énormément. Par exemple, la diététicienne, l'éducatrice de jeunes enfants, la psychologue. C'est vraiment une prise en charge qui est très, très globale. Le soin est vraiment le soin au sens large. J'entre dans la phase de consolidation. D'entretien, pardon. Et j'ai plus de chimio par les veines. Et normalement, on va bientôt enlever le cathéter. Donc ouais, on peut dire que c'est un peu le début de la fin. Avec simplement des comprimés à prendre et ensuite surveillance pendant 3 ans encore avec des bilans sanguins, répétition et s'assurer qu'il n'y ait pas de rechute. Il n'y en aura pas. Aujourd'hui, on se rapproche de cette chance de retrouver la vie qu'on avait avant et on a appris à relativiser sur tellement de choses. Avant, je savais que j'aimais mes parents et ma sœur. Mais là, je les aime mais encore plus, quoi. Oui, aujourd'hui, on profite de chaque instant, on voit le monde vraiment différemment.